babies, what's up? Welcome to the Mentally Club with Nafisa. Mes bébés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, je suis très bien, alhamdoulilah. Vous m'avez terriblement manqué, mais j'avais besoin de faire une pause et de me recentrer, de régler quelques trucs avant de reprendre le podcast et de continuer ce qu'on avait commencé. Parce que si vous vous rappelez bien, le dernier épisode, on parlait d'estime de soi et de la différence que l'estime de soi a de la confiance en soi, parce que parfois on mélange les deux termes, confiance en soi et estime de soi, alors que ce n'est pas la même chose. Donc on avait parlé de ça et vers la fin je vous avais dit que j'allais revenir, on allait continuer en fait ce sujet-là d'estime de soi en essayant d'aborder d'autres thèmes qui se rapportent à l'estime de soi, d'autres aspects en fait de l'estime de soi. Et tout à l'heure, je m'étais posée et étant donné que je vis, ou je ne veux pas dire que je vis, mais j'étais dans un état ou une étape de ma vie où le doute de soi était vraiment quelque chose qui ne m'aidait pas à avancer et tout. Et je me suis dit pourquoi ne pas en faire un épisode de podcast étant donné que ça se rapporte aussi à l'estime de soi, parce que c'est l'une des manifestations du manque d'estime de soi. Et qu'on néglige très souvent, je vois très rarement des gens en parler et tout, alors que le doute de soi, je parle même pas que d'estime de soi, mais ça touche plein d'autres thèmes en fait. Donc j'ai trouvé ça bien de pouvoir en parler aujourd'hui, de partager mon expérience, mon avis là-dessus, mon point de vue, en espérant que cela puisse aider d'autres personnes. Donc je vais commencer par une question. Avez-vous déjà eu l'impression que vous n'étiez pas à votre place, peu importe ce que vous faisiez? Moi aussi. Vous savez, il faut qu'on normalise déjà une chose. Le doute de soi, c'est normal, ce n'est pas une faiblesse. Tout le monde ressent ça à certains moments. Mais je me dis que comprendre le mécanisme est la clé pour ne plus être paralysé. Parce que parfois, on peut douter de soi et savoir avancer quand on a une bonne estime de soi. Mais quand on ne l'a pas, très honnêtement, déjà, le manque d'estime de soi nous amène à douter de nous, de notre valeur. Mais pire, quand on a une très mauvaise estime de soi, quand on doute de soi par rapport à la personne qui a une bonne estime de soi, qui peut douter sur une chose et après pouvoir se recentrer et se retrouver, toi quand tu vas douter de toi, tu ne vas pas arriver à te recentrer, à te retrouver. Ça va te paralyser et tu ne pourras plus t'en sortir. Donc aujourd'hui, dans cet épisode-là, j'aimerais qu'on puisse comprendre les origines du doute de soi. Parce que comme je vous dis, moi j'aime toujours quand on parle d'un sujet, qu'on puisse savoir d'où ça vient. Parce que c'est facile de dire à une personne, travaille sur ton estime de soi, travaille sur le doute de soi et avance en fait. C'est ça que tu vas faire, ça. Quand tu as ça, c'est que tu as une mauvaise estime de soi. C'est ça qui provoque ton doute de soi et tout. Alors qu'il y a des origines, il faut dire à la personne d'où ça vient. Il faut remonter aux racines en fait. Et c'est ça que j'aimerais qu'on fasse déjà. Donc on va commencer, comme je vous l'ai dit, par comprendre les origines du doute de soi. Ensuite, on va reconnaître ces manifestations dans la vie quotidienne, comment ça se manifeste. Et après, on va essayer de découvrir des stratégies pour le dépasser et reprendre le contrôle de son estime de soi. Moi, je vais essayer de vous dire comment je l'ai vécu, je le vis, comment je fais pour me relever quand parfois ça essaie de m'embomber. Et après, vous allez voir si ça peut vous aider vous aussi à partir de mon expérience, si ça peut vous aider à pouvoir vous élever, à pouvoir en fait clore quoi, et vous en sortir si vous vivez ce problème de doute de soi. Bon, on devrait, autant pour moi, commencer par définir le doute de soi. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent l'entendre, le vivre, peuvent m'entendre dire doute de soi, le vivre, mais puisqu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est réellement, de quoi je parle réellement, ils peuvent penser qu'ils ne le vivent pas parce qu'ils ne savent pas réellement ce que c'est. Donc, je préfère commencer par définir le terme. Le doute de soi, c'est ce sentiment où ta valeur, ou ton intelligence, ou ta beauté, ou même tes choix, te semblent toujours incertains. Et pourquoi ça arrive? Sachez que moi, la première chose que je vais pointer du doigt, ce sont les comparaisons sociales. Vous savez, par exemple, prenons l'exemple des réseaux sociaux. Je crois que moi, très honnêtement, les réseaux sociaux amplifient ce phénomène.
On voit toujours les meilleurs moments des autres et on se compare à ça. C'est vraiment l'erreur qu'on fait tous, la plupart du temps. On voit les meilleurs moments que les autres postent, que les autres nous montrent, parce que les gens ne vont pas vous montrer des moments où rien ne va bien en fait. Même les personnes qui vous montrent des moments où rien ne va bien, il y a un intérêt derrière la plupart du temps. C'est très rare qu'une personne le fasse comme ça pour vous montrer juste le plus mauvais moment de sa vie, juste pour vous le montrer comme ça. Donc, personne ne va venir vous montrer le plus mauvais moment de sa vie comme ça. Personne ne va venir afficher les négatifs comme ça. Mais les meilleurs moments de leur vie, les meilleurs moments de nos vies sont affichés sur les réseaux. C'est comme ça que ça se passe. Et je ne trouve même pas ça problématique. C'est ton choix. Et d'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt de tout le temps venir poster tout ce qui est négatif dans notre vie sur les réseaux. C'est ça même qui serait problématique. Donc, si toi, tu te lèves, tu te compares à ce que tu vois de meilleur chez l'autre personne, par rapport à toi, ce que tu crois être le pire, ce que tu vois de pire en toi, vous savez qu'il y a un problème. Mais le problème, c'est que la plupart des personnes ne voient pas les choses comme ça. On ne se rend pas compte que quand on se compare à d'autres, on compare ce qu'on pense avoir de pire en nous à ce que l'autre montre de meilleur en elle. Et ça, c'est très très grave. Et ça amplifie le doute de soi parce que quand moi je vais me réveiller, j'entre sur Insta, je vois une fille qui est très belle, très bien maquillée, très magnifique. Et moi, je me pose devant le miroir et je me dis que regarde, moi je suis même pas belle alors que je viens de me réveiller. Et que déjà, sachez une chose aussi, quand vous mettez en tête que vous n'êtes pas belle, vous allez vous renvoyer cette image-là. Donc déjà, je me suis mise en tête que je ne suis pas belle, donc c'est ce que je vais voir. En plus de ça, je suis en train de me comparer à quelqu'un qui s'est apprêté, qui est magnifique. Dans ma tête, moi, la personne, elle est magnifique et moi, je ne le suis pas. Et c'est déjà injuste de moi à moi-même. En plus de ça, je vais commencer à douter de ma propre beauté. Et ça, genre, c'est extraordinaire, mais c'est comme ça que ça se passe dans la vie de tous les jours. Il y a aussi le manque de validation dans l'enfance ou les traumas émotionnels qu'on a vécus. Vous savez, si on a grandi avec trop de critiques ou trop peu de reconnaissance, par exemple, tu grandis dans une famille ou dans une ambiance, ou même une ambiance toxique ou bien une famille où personne ne te reconnaît, personne ne te valide, personne ne t'approuve, personne ne te montre que tu dois être, tu es et tu seras, comme j'aime le dire en fait. Personne ne te dit que tu as ta place dans cette vie, tu as ta place dans cette société, tu es une personne à part entière. En fait, personne ne te met en confiance, personne ne te permet de construire cette bonne estime-là de toi. Ça va engendrer que quand tu vas grandir, tu vas commencer à avoir beaucoup de doutes par rapport à ta valeur, par rapport à beaucoup de choses. Et aussi le pire, quand tu es aussi dans une famille où on te critique beaucoup. Parce qu'il y a des familles où vraiment c'est catastrophique parce que il y a des gens qui critiquent énormément et très tôt. Un enfant, tu le critiques, par exemple, tu trouves un enfant de 5 ans, tu lui dis tu es moche, tu lui dis tu n'es pas belle. Ou j'ai un exemple, une fois moi quand j'étais petit, j'étais avec une grande personne et la personne, une autre grande personne est venue lui dire oh, la petite, elle est très belle et tout. Genre, tu es plus belle que la grande personne avec qui j'étais. Et la grande personne là a répondu à l'autre grande personne qui venait de faire ce compliment-là à mon égard. Elle lui a dit non, je suis plus belle qu'elle. Et ça m'est resté en tête. Quelques temps après, quand on a commencé à m'harceler, c'est normal que je puisse en fait approuver, je puisse accepter ce que les gens qui m'harcelaient à l'école disaient. Parce que si une personne que j'estimais était là à dire que... Parce que moi, quand elle a dit non, je suis plus belle qu'elle, moi dans ma tête, c'est que j'étais pas belle. Donc ça venait cocher la case où je me disais que je n'étais pas belle et que les autres qui pouvaient me dire que tu avais des problèmes par exemple aux yeux, parce que c'est à cause de ça qu'on m'a scellé, ou que tes yeux étaient moches ou des trucs comme ça, ces personnes-là avaient raison. Et j'ai dû vivre ça comme ça jusqu'à ce que... Et personne, mes parents avaient beau me dire tu n'as aucun problème au niveau de tes yeux et tout, j'avais cette croyance que j'étais moche, c'est fini, que je n'étais pas belle.
Et au fil du temps, j'ai appris à travailler sur ça et à enlever ça en fait. Mais juste pour vous dire que les critiques que vous faites aux enfants ou les mots que vous sortez peuvent rester dans la tête d'un enfant, bref, toute sa vie en fait. Si elle n'a pas cette conscience-là de travailler là-dessus en grandissant, c'est fini. Ça va lui cacher plein de choses. Et tu peux minimiser ça, mais ça peut ne pas être quelque chose de minime en fait. Donc, il y a aussi le perfectionnisme, mon point faible. Vous savez, parfois, on a l'idée que si quelque chose n'est pas parfait, ça ne vaut rien. Genre, moi, par exemple, je suis une personne, il faut toujours que les choses soient parfaites. Je travaille dessus depuis toujours et je pense que je continuerai toujours à travailler là-dessus parce que le perfectionnisme, le syndrome de l'imposteur, vraiment, ce sont des choses qui me bousillent la vie, en fait. Mais, pour en revenir au sujet, si, par exemple, tu pars de l'idée que si ce n'est pas parfait, tu ne vaux rien ou tu ne feras rien, tu seras toujours dans le doute permanent. C'est ton cercle vicieux. Tu vas te lever, tu vas te dire non, ça c'est pas parfait, je ne peux pas le faire. Il faut que j'attende que ça soit parfait pour le faire. Et tu vas encore retourner le truc et tu ne vas jamais passer à l'action. Tu vas toujours être dans le doute. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je suis parfaite? Alors que tu n'as même pas à chercher la perfection. Tu ne peux pas être parfaite. Rien que tu feras ne pourra être parfait. La perfection ne t'appartient pas. Comme j'aime le dire, la perfection appartient à Dieu, à lui et lui seul. Tu ne peux rien faire qui sera parfait. Tu ne peux rien faire qui sera intact, genre sans défaut. Tu ne peux rien faire qui sera... En fait, tu ne peux pas poser d'action sans que les autres aient quelque chose à dire ou que sans qu'une autre personne ait des critiques à faire là-dessus. C'est la vie en fait. Donc, il faut que tu te lances parfois quand tu en as envie et que tu apprennes parfois de par ça. Moi, je me suis rendu compte dernièrement que même le perfectionnisme et aussi le syndrome, je ne parle pas du syndrome de l'imposteur, autant pour moi, juste le perfectionnisme. Parfois, si on réfléchit bien, c'est quand même être orgueilleux en fait. De nos côtés. Parce qu'il faut être orgueilleux pour se dire que si ce n'est pas parfait, je ne le ferai pas. Vous vous rendez compte de la chose? Si ce n'est pas parfait, je ne le ferai pas. C'est que tu ne feras jamais rien. Et que tu te dis que toi, tout ce que tu fais, ça doit être parfait pour que tu le fasses. Il faut que ça soit meilleur que tout. C'est pas méchant parce que moi je suis perfectionniste, donc je ne le trouve pas méchant, mais juste que ça peut réveiller certaines personnes qui ne veulent pas être orgueilleuses en fait. Je veux juste rappeler à ces personnes-là que parfois ce positionnement, vous faites du mal et vous vous positionnez en une personne orgueilleuse en ne voulant pas passer à l'action parce que vous doutez de vous réellement, parce que vous pensez qu'il faut qu'une chose soit parfaite pour que vous puissiez le faire, sinon rien. Ou qu'il faut que vous soyez parfait pour faire quelque chose. Ou il faut que tout ce que vous faites soit parfait, sinon vous ne valez rien. Vous ne devez pas vous traiter comme ça. C'est très injuste. Vous êtes orgueilleuse vis-à-vis de vous-même. Et il faut travailler là-dessus. Et c'est ça qui crée le doute constamment, le doute de soi constamment en vous. Il y a aussi la pression sociale et familiale aussi. Vous savez, parfois, on apprend vraiment beaucoup aux filles à minimiser leurs valeurs, à se retenir et surtout à plaire plutôt qu'à s'affirmer. Parce que comme je disais plus tôt, dans le fait qu'il y ait des manques de validation dans l'enfance ou les traumas émotionnels, ça se rapporte à ça en fait. Parce que la plupart du temps, on ne t'apprend pas à t'affirmer, à te valoriser, à avoir de l'assurance en fait, à avoir confiance en toi et à avoir une très bonne base d'estime. Il n'y a pas ce fondement-là. Donc non, c'est normal que tu grandis en ayant en fait l'habitude de douter de toi-même parce que tu n'as pas eu cette chance-là d'avoir des gens qui te disent que tu es là, tu dois être là et tu seras là, tu as ta place. Je répète ça depuis tout à l'heure, mais c'est parce que c'est très important. Et que tu as ta place dans cette vie. Tu as ta place dans la société dans laquelle tu es. Tu as ta place dans la famille dans laquelle tu es. Personne n'est plus méritant que toi. Ça, c'est très important. Bon, maintenant, on va aller vers les manifestations concrètes du doute de soi. Quel exemple je pourrais vous donner? Je sais pas. Non, faisons quelque chose.
posez-vous et je vais vous poser des questions pour savoir est-ce que vous allez vous reconnaître là-dessus. Dites-moi, est-ce que ça vous arrive de vous questionner sur tout ce que vous faites? Par exemple, est-ce que c'est assez bien? Est-ce que je ne suis pas en train de me mentir? Est-ce que par exemple, vous n'êtes pas dépendante en tant que personne de la validation des autres? Par exemple, avoir besoin qu'on vous rassure, par exemple 1000 fois, même pour des compliments. Parce qu'il y a des personnes, elles ont tout le temps besoin d'être rassurées. Elles ont tout le temps, parce que c'est normal d'être rassurée. Une personne sécure a besoin d'être rassurée aussi. Mais il y a des personnes qui, même quand tu les rassures normalement, parce qu'il y a des personnes qui ne rassurent pas aussi normalement, mais il y a des personnes, même quand on les rassure normalement, elles ne seront jamais rassurées. Parce qu'elles ont ce doute-là en eux. Parce qu'elles n'ont pas cette base d'estime de soi, en fait. Comment vous expliquer? Vous savez, il y a des personnes, elles vont vous demander de les rassurer. Parce qu'il y a des personnes même sécures qui ont besoin d'être rassurées. C'est ok. Être rassuré, c'est ok. Une personne a besoin d'être rassurée. C'est normal. Mais il y a des personnes, qu'importe à quel point vous allez les rassurer, ça ne sera pas assez. Et je vous le dis. Vous allez juste vous fatiguer. Vous allez rassurer encore et encore 1000 fois, mais ça ne le fera pas. Parce que ces personnes-là, ce qu'elles vous demandent, c'est eux qui devraient le faire, mais elles ne s'en rendent pas compte. Par exemple, je vais demander par exemple à une personne de me rassurer, alors que ce que je lui demande là, c'est moi qui devrais le faire. Alors quoi qu'elle puisse faire, ça ne pourra jamais me rassurer parce que c'est un travail que moi je devrais faire. Donc elle va juste parler dans le vide et moi je vais sentir que rien ne change, rien n'avance alors que c'est un travail que moi je dois faire. C'est pour ça qu'on dit qu'il est très important d'avoir une bonne base d'estime de soi en fait. Parce que sinon là, c'est ton cercle vicieux encore. Tu vas demander à une personne de te rassurer. La personne va te rassurer, te complimenter, qu'importe, plus de 1000 fois, plus de 2000 fois et tu ne le sauras jamais. Parce que toi-même, tu n'y crois pas. Elle aura beau te dire les choses, tu ne crois pas. Donc le travail que tu dois faire, c'est travailler déjà sur toi, croire en ta valeur. Comme ça, tu pourras accepter ce que les gens viendront te dire sur toi. Si c'est quelque chose que tu penses réellement et auquel tu crois. Mais si une personne vient te dire que tu es belle, alors que toi, tu ne penses même pas que tu es belle, bien sûr que tu ne croiras pas. Qu'importe comment la personne essayera de te rassurer, essayera de te mettre en confiance, tu ne vas jamais y croire parce que toi, dans ta tête, tu n'es pas belle. La personne se moque de toi ou qu'importe. Quand elle te fera des compliments, tu auras même du mal parce que tu ne crois pas en ce qu'elle dit. Et ça va créer des doutes, constamment des doutes. Alors que c'est juste un travail que tu dois faire. Il y a aussi le fait de minimiser malgré les preuves. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Mais aussi, il y a un autre aspect. Mis à part le fait d'être rassuré, il y a un autre aspect. Vous voyez, et ça touche plus... ça touche un peu le syndrome de l'imposteur. Parfois, on peut réussir quelque chose, créer quelque chose et tout, et penser que non, je ne suis pas assez. Vous savez, ce je ne suis pas assez là, c'est un doute dans votre tête. Non, je ne suis pas assez, je doute que ce soit aussi bien que les gens le disent. Non, je ne mérite pas ça, des trucs comme ça. Déjà, je ne mérite pas. Je doute que je ne sois pas assez. Je ne pense pas que je vaux ça. Ça là, ça vous renvoie à quoi? À l'estime de soi. Il y a un manque d'estime de soi. Et ce manque d'estime de soi, ça se reflète par ces doutes-là que vous avez. Il y a aussi la chose que je pense être la plus importante de toutes, c'est votre voix intérieure. La voix intérieure qui parfois est votre pire ennemi quand vous n'avez pas une bonne estime de soi. Vous savez, c'est cette voix-là qui est là pour vous dire « Oh, regarde-toi, tu n'es même pas belle, tu n'es même pas intelligente, tu ne sais même pas faire ceci, tu ne sais même pas faire cela, tu ne réussiras jamais. » Cette voix-là qui est remplie de croyances limitantes. Cette voix-là qui va te critiquer plus qu'elle ne t'encourage en fait. Cette voix-là qui en fait va se poster comme ta pire ennemie. Tu ne trouveras même pas de personne humaine qui en fait pourra te parler aussi mal que cette voix. Juste parce que tu as alimenté cette voix-là de croyances limitantes. C'est toi, en fait, qui as créé cette voix-là dans ta tête. En soi, donc, on peut dire que c'est toi qui es ta propre pire ennemie. Et cette voix-là, ça se travaille, ça se retravaille. Il faudra travailler de sorte que cette voix-là devienne votre meilleure amie. Devienne
la personne à qui vous allez vous tourner. C'est pas une personne, mais on va métamorphoser ça comme ça. Elle doit devenir une voix qui vous rassure, au lieu de demander à être rassurée par d'autres personnes. C'est cette voix-là qui doit se positionner comme ça, et c'est à vous de faire ce travail-là. Il y a aussi la paralysie créative professionnelle. Ça se rapporte aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de minimiser malgré les preuves. Tu vois, parfois tu te bloques. Parfois aussi, tu vas te dire que tu n'es pas assez bien pour faire telle chose ou telle chose. Ça se rapporte au syndrome de l'imposteur, vous voyez, à peu près. Tu vas en fait te limiter pour beaucoup de choses alors que il y a le potentiel en fait en toi. Mais tellement que tu doutes de toi, tu ne crois pas en toi, tu ne t'estimes pas valeureuse pour faire telle ou telle chose, tu vas te paralyser. Maintenant, on va aller vers l'impact du doute de soi, je pense, sur nous, sur notre vie. Moi, je pense que ça provoque plus l'inaction. Ouais, par exemple, on ne va pas commencer certains de nos projets, ou bien on va les commencer et les abandonner. Ça, c'est mon truc. Je commence parfois beaucoup de choses à la fois et j'abandonne très vite parce que je doute souvent que ce n'est pas bon. Déjà, je suis impatiente et je doute beaucoup. Donc, je me dis, oh, ce n'est pas assez bien, il faut que j'arrête. C'est assez normal de douter. Mais, vous savez quand est-ce que ça devient un problème? C'est quand une personne, par exemple, sécure, normale, qui a une bonne base d'estime de soi, elle peut douter et après se ramener à la réalité, se dire que oui, je doute, oui, j'ai peur, mais je sais que je peux le faire, je sais que j'en vaux la peine. Et si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Plus tard, je saurai quoi faire. Je vais en apprendre des leçons et plus tard, je saurai quoi faire pour faire mieux et pour avancer et m'élever. Et une personne qui n'a pas une bonne estime de soi, cette personne-là, quand elle va être dans ce type de situation, vous savez ce qu'elle fera? Elle ne va pas se relever. Cette personne ne se relèvera pas. Cette personne va continuer de douter. Elle n'aura pas cette voix-là qui va la ramener. C'est pour ça que je vous dis que la voix intérieure, c'est la différence entre quelqu'un qui a une bonne estime de soi et qui doute et une personne qui a une mauvaise estime de soi et qui doute. C'est leur voix intérieure qui diffère. Pour l'une, sa voix intérieure est positive, pour l'autre, sa voix intérieure est négative. Et sa voix intérieure négative-là va renforcer les doutes parce qu'elle ne va pas être douce ni tendre avec elle. Elle va encore plus l'enfoncer. Donc oui, les personnes qui doutent beaucoup, ce que le doute va provoquer en elles, c'est vraiment en premier l'inaction. Soit tu commences certains projets et tu ne les continues pas, ou bien tu les abandonnes carrément. Il y a aussi l'autosabotage. Je pense que vous voyez ça venir parce que parfois on est là, on a nos idées, on retient nos idées, on freine notre créativité ou notre carrière. Parfois on sait qu'on peut le faire, on sait qu'on a les compétences, les qualités, le potentiel et tout, mais tellement qu'on doute de nous, tellement qu'on pense ne pas pouvoir le faire, tellement qu'on ne croit pas en notre valeur, ni à notre intelligence, ni à nos compétences, qu'on se freine, on se retient de le faire et on ne va jamais avancer, on s'auto-sabote. Et ça aussi, c'est la voix intérieure négative là qui le fait. Elle nous fera douter, elle nous fera nous enfoncer dans l'inaction en fait. Donc tout est en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, tout est en cercle vicieux. Tout est en cercle, tout est une roue en fait. Il y a aussi le coût émotionnel. Vous savez, le doute de soi, ça crée de l'anxiété. Ça crée de l'anxiété, le stress et surtout la fatigue mentale parce que vous fatiguez votre cerveau. Tout le temps, vous êtes là à douter, à penser, à réfléchir, vous fatiguez votre cerveau. Et quand les émotions négatives là s'accumulent, si on ne les gère pas, bon, je ne sais pas pour vous qui m'écoutez, mais moi par exemple, les émotions négatives qui s'accumulent, ça entraîne des maladies physiques. Oui. Moi, ça me rend malade. Moi, quand quelque chose ne va pas mentalement, ça se répercute directement dans mon corps. Il n'y a même pas de je pars, je reviens. Il n'y a pas photo en fait. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, mon corps il me lâche en fait. Il faut que j'arrange la chose, il faut que je travaille dessus pour que voilà, je puisse me sentir mieux, plus légère et tout. Bon, maintenant passons aux stratégies concrètes pour dépasser le doute. Sachez que pour ce qui est des stratégies concrètes pour dépasser le doute, moi je pense qu'il faut commencer par recadrer la preuve. Avant, je n'aimais pas ça.
Mais bon, quand je dis avancé, il y a par exemple 5 ans, je n'aimais pas le fait qu'on nous dise tenez un journal des victoires passées, ou bien des projets réussis, ou bien un journal où tu vas écrire autant pour moi les compliments que tu as reçus ou les actions que tu as accomplies. Moi, je n'aimais pas ça, très sincèrement. Mais au fil du temps, je me suis dit que c'était très important quand même. Genre, depuis toujours, je tenais un journal où j'écrivais, bon, les journaux intimes contiennent tous depuis petite ou qu'importe, vous voyez déjà ce que je veux dire. Mais au fil du temps aussi, je tenais un journal de gratitude ou un autre journal aussi où je racontais parfois les choses que je vivais et tout, après pouvoir voir mon avancement et tout. Mais dernièrement, j'ai commencé à tenir aussi un journal de victoires passées, genre des victoires que j'ai eues dans le passé, genre des réussites que j'ai eues pour que quand j'aurai une baisse d'estime de moi-même, ou bien quand j'aurai des doutes qui vont commencer à encombrer mon cerveau et commencer à me détruire petit à petit mentalement, je puisse retourner voir ce journal-là et déconstruire ces mots, ces phrases que vient de me dire ma voix intérieure et lui dire que c'est pas vrai, regarde, la preuve est là. Donc c'est pour ça qu'on parle de regarder la preuve, ouais. Genre par exemple, aujourd'hui, tu prends une feuille, un crayon ou un stylo, qu'importe, et tu écris 3 choses dont tu es fier aujourd'hui, qui font ta fierté, ou 3 choses que tu as réussi. Vous allez voir, au début quand vous allez le faire, vous allez vous dire mais ça va me servir à quoi? Mais ça va vous servir quand vous serez dans des moments où vous aurez besoin de preuves. Parce que votre cerveau, quand cette voix-là, elle sera là à vous dire tu ne vaux rien, tu n'es pas intelligente. Elle n'a pas de preuves et pourtant vous y croyez. Mais quand vous allez sortir ce cahier-là où vous avez écrit vos victoires passées, et que vous allez voir les preuves que vous aviez déjà réussi ça efface ce que votre voix intérieure négative l'a disé. C'est pour ça que c'est très important. Il y a aussi le fait d'avoir de l'autocompassion et de se parler doucement. Dites-moi, si vous n'êtes pas douce avec vous-même, qui le sera? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, cette voix intérieure, la négative, c'est vous-même. C'est vous cette voix. Vous représentez cette voix. Vous représentez cette voix. Je ne cesserai de le répéter. Vous êtes cette voix. C'est vous. Donc si vous vous parlez mal, comment vous allez... Pourquoi vous attendez-vous à ce que les autres soient doux avec vous? Non. Si vous n'avez aucun mal à mal vous parler, à être là, à vous diminuer, à vous auto-saboter, quand les autres le feront, ça ne devrait pas vous poser de problème parce que vous êtes votre pire ennemi. Donc il faut changer cette voix intérieure-là et ça changera énormément de choses. Quand vous allez commencer à être plus douce avec vous-même, à avoir plus de compassion pour vous-même, à vous parler comme si vous êtes en train de parler à un ami. En fait, surtout à un ami qui doute, oui. Si vous parlez comme si vous parlez à votre meilleur ami, à la personne que vous aimez le plus au monde, sachez que ça changera énormément de choses en vous. Et sachez aussi qu'il y a un truc qui se passe, il y a des répercussions. Quand vous commencez à vous parler avec plus de douceur, quand vous allez commencer ça, vous allez aussi en contrepartie provoquer quelque chose. C'est que les gens, parce que quand vous parlez mal, quand les gens vous parlent mal, ça ne vous fera pas ça vous fera mal, certes, oui, mais c'est du déjà vécu, déjà vu en fait, parce que c'est ce que vous faites vous-même. Donc, quand les autres le font, ok, ça vous fait mal, mais ça vient juste se rapporter à ce que vous faites. C'est comme un aimant qui va venir s'attacher à un autre en fait. Genre, donc, c'est une continuité de ce que vous faites. C'est comme des déchets qui sont là. Une autre personne va venir lui aussi vous renverser des déchets et ça va retrouver les autres. Donc, c'est du déjà vu, déjà vécu. Mais quand vous allez changer comment vous vous parlez, ce que vous vous dites, à partir de ce moment-là, ce que les autres vont vous dire, parce que si vous avez plein de fleurs, un jardin de fleurs, là, ce ne sera plus des déchets, mais un jardin de fleurs, qui tous les jours vous dites des mots doux, vous l'arrosez pour que ce jardin, les fleurs-là grandissent, les fleurs-là deviennent de plus en plus belles. Si une personne se lève là-bas et vous dit « Ah, toi, tu n'es pas belle » ou « Toi, tu ne vaux rien », vous pensez que ces ordures-là, vous allez les laisser en fait venir retrouver votre beau jardin de fleurs? Non, non.
ça va vous alerter en fait. Vous n'allez pas accepter que cette personne vous parle ainsi ou vous parle mal. Vous n'allez pas accepter ça. Par rapport à si c'était juste une personne qui vous parle mal pendant que vous-même vous parlez mal. Donc il y a des répercussions. Quand vous changez comment vous vous parlez, comment vous vous traitez, vous changez aussi comment les gens vous traitent. En fait, vous ne changez même pas comment les gens vous traitent, mais vous changez ce que vous acceptez de prendre et ce que vous n'acceptez pas de prendre. Vous changez ce que vous allez accepter comme remarque et ce que vous n'allez pas accepter comme remarque. Vous n'allez plus jamais laisser une personne prendre ses ordures et venir vous les jeter parce que vous n'avez plus d'ordures. Non. Vous avez maintenant de belles fleurs que vous essayez d'élever. Vous essayez de vous élever. Vous n'allez pas laisser une personne venir vous rabaisser encore. C'est fini. Donc c'est très important de changer comment on se parle, d'être plus doux, plus gentil et d'avoir plus de compassion avec nous-mêmes. Vous allez aussi commencer par remplacer les je ne suis pas assez avec des j'ai fait de mon mieux et c'est suffisant. Point. Point vraiment. Il y a aussi la règle des 10%. Je l'ai découvert aussi il y a peu. Et vous savez, c'est juste viser 10% d'amélioration plutôt que 100% de perfection. Et c'est très important pour les perfectionnistes. Vraiment, c'est très important pour nous parce que ça nous permet en fait de lâcher prise. Ça va vous permettre de lâcher prise, ceux qui sont perfectionnistes, d'être plus doux, d'être plus gentil avec vous-même. Vous allez juste viser 10% d'amélioration. Parce que les 100% de perfection que vous cherchez, vous n'allez jamais les atteindre. Et au fil du temps où vous allez viser les 10% d'amélioration là, vous allez finir par comprendre que vous étiez dans l'erreur et que c'est pour ça que vous étiez dans l'inaction. Parce que les 100% de perfection, jamais vous n'allez l'atteindre en fait. Il y a aussi le fait de dissocier la peur et de nommer aussi ton critique intérieur. Par exemple, moi c'est un truc que vous allez vous dire que c'est bizarre, mais c'est un truc que je fais. Genre, par exemple, quand dans ma tête, cette voix intérieure négative là, elle me dit des choses vraiment méchantes ou bien elle me fait des critiques et tout. Maintenant, je fais un truc. Je lui dis bonjour saboteur, merci pour ton avis, mais je continue quand même. De manière plus simple, dites-vous juste que quand votre voix intérieure négative vous fera des critiques ou vous sera là à vous parler négativement, arrêtez-vous et répondez-lui de manière ferme et continuez ce que vous faisiez. Au fil du temps, ça va finir par s'intégrer en fait. Vous n'allez même plus l'entendre. Il faut aussi arrêter de chercher l'approbation. Créez, agissez, parlez pour vous et pas pour les autres. Faites des choses pour vous. Et moi, je pense que ça commence par le fait, par exemple, quand par exemple vous avez envie de faire quelque chose, il faut commencer par cette base-là. Quand vous avez envie de faire quelque chose, demandez-vous si vous le faites pour vous ou pour les autres. Quand c'est non, je le fais pour les autres, vous vous arrêtez net. Quand vous faites quelque chose et que vous demandez, vous posez la question, est-ce que je fais ça pour moi ou pour les autres? Et que la réponse est pour les autres, arrêtez-vous, ne continuez pas. Ne continuez pas. Et au fil du temps, ça aussi, ça va s'intégrer. Et vous allez commencer à faire des choses pour vous, à agir pour vous, à parler pour vous et à vous aimer en fait pour vous-même. Mais bon, c'est pour moi. Parce que je ne peux pas vous dire que ça va fonctionner pour tout le monde, étant donné que chacun fonctionne à sa manière. Mais essayez pour voir, parce que moi, ça m'a énormément aidé. C'est comme ça que je l'ai commencé, en fait. Il y a aussi l'action comme antidote. Je ne cesserai de le dire. Vous savez, quand on vous dit que la confiance vient après avoir fait, c'est vrai. Et le truc vous savez que la confiance en soi et l'estime de soi sont liées. Quand vous allez faire quelque chose, passer à l'action, sachez que ça va renforcer aussi votre estime de vous. Donc, faites les choses que vous aimez. N'ayez pas peur. La confiance, je vous le répète, vient après avoir fait. Quand vous allez faire et que vous allez continuer de faire sans vous arrêter, parce que si vous vous arrêtez, vous coupez l'élan. Il faut continuer de faire. Au fil du temps, ça va aussi s'intégrer. Tout est question d'intégration, tout est question d'habitude en fait. Il faut juste vous habituer aux choses et puis c'est fini. Donc, si j'avais une petite tips à vous donner, faites ceci. Par exemple, chaque semaine, vous allez choisir une petite action pour défier votre doute. Et vous allez voir, vous allez tellement changer au fil du temps. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain aussi, je vous préviens. Mais vous allez sentir autant pour moi des changements en vous. Maintenant, pour ce qui est des conseils vraiment très personnels que j'ai moi,
Il y en a un. Il y en a un que vraiment moi j'aimerais vous donner. C'est le fait de séparer l'être du faire. L'être, le fait d'être, du faire. Le fait de passer à l'action, de faire quelque chose. Vous savez, votre estime, votre valeur ne doit pas être liée à votre performance. Moi, je l'ai appris très tardivement. J'ai toujours été une personne qui pensais que ce que je valais dépendait en fait de ce que je faisais, par exemple de mes notes, des réussites que j'avais. Donc du coup, quand quelque chose se passait mal, j'étais complètement détruite. Mon estime de moi-même se réduisait en cendres en fait. Donc il faut vraiment apprendre à séparer l'être du faire. Ainsi, vous allez vous séparer de toutes les manifestations du manque d'estime de soi, comme le doute de soi. Je ne vous dis pas que vous allez vous débarrasser du doute de soi, du fait de douter complètement. Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même les personnes avec une bonne estime de soi doutent. C'est normal. Mais le doute qui n'est pas bon, c'est le doute qui va vous paralyser en fait. C'est le doute qui s'accompagne d'une très très mauvaise estime de soi. Ce doute-là, il faut travailler là-dessus. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment séparer l'être du faire. Et comprendre que vous êtes digne malgré vos erreurs. Comprendre que vos erreurs n'ont rien à voir avec votre valeur. Que ça n'empêche pas que vous soyez qui vous êtes. Votre valeur, vous l'avez acquis du moment où vous êtes né. Vous êtes une personne, vous êtes des personnes valeureuses en fait. Et ça, qu'importe ce que vous allez faire, ce que vous allez dire par contre, dire, il faut voir ce que vous dites quand même, et faire aussi, il faut voir ce que vous faites, mais ça ne vous enlève pas votre valeur quoi. C'est pas parce que vous avez fait des erreurs que ça va vous enlever votre valeur. C'est pas parce que même vous avez dit quelque chose ou vous êtes trompé que ça vous enlève votre valeur. Mais bon, comme on dit aussi, tout dépend de... Bon, ça on en reparlera une autre fois parce que j'ai un avis quand même beaucoup trop biaisé par rapport à ça. Donc on en reparlera une autre fois pour que ça ne fasse pas trop long et qu'on ne sorte pas du sujet. Bon, ça c'est aussi ça c'est le deuxième et aussi le dernier conseil que je vais vous donner. Mon conseil vraiment très très personnel, c'est le deuxième et le dernier. Il faut accepter l'imperfection comme étant humaine. Vous savez, avoir une bonne estime de soi, je pense que les gens, beaucoup de gens se trompent. Ce n'est pas parce que tu as une bonne estime de toi-même que tu es une personne parfaite, que tu es une personne sans défaut. Déjà, avoir une bonne estime de soi, ça veut dire accepter ses défauts et accepter ses qualités. S'accepter tel que l'on est et savoir départir sa valeur de tout ça. Savoir que ta valeur ne dépend pas de tout ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre valeur, vous l'avez acquis à votre naissance. Même si on vous enlevez vos habits et tout, vous avez toujours de la valeur. Vous êtes quelqu'un de valeureux. Vous avez votre valeur, vous êtes une personne valeureuse en fait. Il faut l'accepter, il faut vous le mettre en tête. Donc quand on a une forte estime de soi là, quand par exemple on vit des moments difficiles, on est en train de vivre des épreuves, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on se rend compte que c'est parce qu'on a une forte estime de soi qu'on tombe et qu'on se relève et qu'on est en chemin, qu'on est en train de grandir, que c'est un travail qui est en cours. Vous vous rendez compte de ce que je vous dis? C'est un travail qui est en cours en fait. Vous n'êtes pas parfait, vous êtes imparfait. Et moi, je l'ai appris dernièrement et je me suis rendu compte que, parce que moi, je pensais que l'estime de soi, la bonne estime de soi, c'est le fait vraiment d'être parfait, de ne pas, en fait, de ne pas se prendre la tête, que tout se passe bien, de ne même pas... En fait, je savais qu'il fallait tomber et se relever, mais je pensais que ça ne devrait même pas prendre de temps quand on tombe pour se relever, en fait. On doit se relever d'un coup. Donc quand ça prenait du temps, je pensais que j'avais un problème d'estime de soi, mais par les épreuves que j'ai vécues dernièrement, j'ai compris que c'est parce que j'ai une bonne estime de soi que je savais que tôt ou tard j'allais m'en sortir. Et qu'importe comment ça a été difficile, je savais au fond de moi que je m'en sortirais et que c'était juste une épreuve pour m'apprendre des choses, pour me rendre beaucoup plus forte, mais que tôt ou tard ça allait s'arrêter et que j'allais en ressortir beaucoup plus magnifique, beaucoup plus belle, beaucoup plus forte, avec beaucoup plus de base en fait. Et c'est ça, avoir une forte estime de soi. Et c'est ça aussi, accepter l'imperfection comme humaine. Parce que la perfection ne nous appartient pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
elle ne nous appartient pas, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut mettre ça en tête. Et je dirais même nous mettre ça en tête en fait. Donc voilà, je pense que cet épisode, c'est l'épisode la plus longue que j'ai fait depuis qu'on a commencé le podcast. Bon, c'est vrai que on est là depuis quand même 3 ans, mine de rien. Et chaque année, je supprime les épisodes, donc on vient de loin. Mais bon, cette année-ci, quand même, je ne compte pas supprimer les épisodes. Et je compte continuer quand même à parler d'autres sujets qui vont se rapporter à l'estime de soi, comme promis, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Comme ça, on va se préparer à attaquer l'année prochaine vraiment en force et on pourra s'élever entre nous. On pourra aussi en fait glow, on pourra le préparer mentalement et mieux pouvoir attaquer l'année. Parce que j'espère, et je dirais même pas j'espère, mais j'espère être la seule. Mais je pense que je ne suis pas la seule. Je ne sais même pas comment vous dire. Non, je pense que je ne suis pas la seule qui en a bavé cette année. Très. Bon, mais je pense que je ne suis pas la seule qui en a bavé cette année. Parce que cette année, c'était chaud en fait. Moi, mentalement, c'était vraiment chaud. Mais quand même, je suis très reconnaissante et très contente d'avoir vécu les choses que j'ai vécues, les épreuves. Parce que ça m'a permis de grandir, de m'élever et je ne regrette rien, très sincèrement. Et je suis contente de les avoir vécues. Ce fut une très belle année en soi. Donc, on va arrêter l'épisode là en espérant que ça ait pu vous aider, ça ait pu vous réconforter, ça ait pu vous, en fait, déclencher quelque chose en vous, que ça pourra vous servir aussi. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye!